Bonjour à tous, je vais me remettre là. Je m'appelle Lorraine, du coup je suis dans l'équipe du Lab RH. Est-ce que je peux demander à Pauline, est-ce que tout le monde m'entend? Ok. Est-ce que je peux demander à Pauline, Marie ou Iris d'appeler Yves et de lui demander de se déconnecter et se reconnecter, s'il vous plaît? Ça, c'est pour la petite demande auprès de l'équipe. On est ravis d'organiser ce webinaire avec vous tous et vous toutes. Bienvenue à tous ceux qui se connectent petit à petit. Donc là, l'objectif de ce webinaire, c'est de faire découvrir à tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, principalement tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, un petit peu leur donner un aperçu de ce que fait le Lab RH. Et on est ravis d'avoir Michel Barabel et Jean Pralon qui vont pouvoir faire ce webinaire avec nous. Je vous propose qu'on attende encore une petite minute, le temps que Yves, notre président, puisse se reconnecter. Et après, ce sera parti pour 1 heure de webinaire sur les tendances du Lab RH, ce qu'on vous propose pour les tendances 2020. Alors, c'est reparti. Voilà. Ouais, sachant, Lorraine, que la connexion d'Yves n'est pas extraordinaire, donc on espère que le réseau, c'est plus la... Absolument. Le réseau sera avec lui, quoi. Et sinon, je prendrai le relais avec plaisir. Je n'ai pas la casquette de présidente, mais je ferai le job avec grand plaisir. On assiste à un push en direct, on l'a vu. En direct au Lab RH. Alors, donc on y va. On va commencer, du coup, je propose. Alors, donc c'est parti. Je vous propose, on a déjà pas mal de monde en ligne et on va essayer de tenir le timing. Il faut qu'on s'arrête bien à l'heure. Du coup, quelques mots déjà sur le Lab RH, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on en reconnaît certains qui sont en ligne, qui nous connaissent déjà. Bonjour à tous ceux qu'on reconnaît. Pour les autres, du coup, le Lab RH, en fait, on est une association loi 1901 qui a été fondée maintenant il y a 4 ans par Jérémy Lamry et Boris Tirbeck, qui étaient 2 entrepreneurs qui travaillaient dans le domaine de l'innovation RH et qui ont choisi, plutôt que de travailler chacun de leur côté en compétition, de se mettre en coopétition, de travailler ensemble parce qu'ils avaient une vision commune du futur des ressources humaines. Et du coup, depuis ce moment, l'idée, c'est vraiment de créer un écosystème qui va fédérer tous les acteurs de l'innovation RH en France. On a la chance en France d'avoir énormément de solutions innovantes sur tous les segments de la chaîne de valeur RH. Et du coup, voilà, un des buts du Lab RH, c'est vraiment de les promouvoir. Et petit à petit, on a aussi des grandes entreprises qui sont venues au sein du lab pour venir chercher différentes choses. Alors, on a souvent l'exemple du DRH qui vient nous voir et qui nous dit qu'il souhaite acculturer ses équipes à l'innovation RH, qu'il souhaite sortir de son environnement de travail pour aller puiser de l'innovation ailleurs. On a aussi d'autres grands comptes qui nous disent qu'ils viennent chez nous pour partager des bonnes pratiques avec d'autres décideurs RH, savoir ce qui se passe un petit peu chez les autres, toujours dans cette optique de coopétition. On a aussi des startups, comme je vous le disais, et les grands comptes viennent chez nous pour découvrir des solutions innovantes, qu'elles soient tech d'ailleurs ou pas. Ça peut être aussi des solutions qui permettent d'accompagner le changement. Et puis, pour les questions un peu plus précises, on a aussi un dispositif qui permet d'accompagner les grands comptes de manière un peu plus sur mesure. Voilà, donc pour vous présenter un petit peu ce que viennent chercher les grands comptes généralement au Lab RH. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous plonger au cœur du Lab RH, vous plonger du coup, vous donner des exemples de ce qu'on fait nous au Lab. Donc là, c'est un webinaire d'1 heure et du coup, je vais tout de suite introduire les 2 intervenants. Donc Michel Barabel d'abord. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Michel s'est déplacé de chez lui pour aller jusqu'à son bureau. Donc, merci pour ce que tu fais pour le Lab, Michel. Michel est directeur des publications du LabRH. Il a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages et il coordonne le partenariat qu'on a avec les éditions Duno. On sort régulièrement des ouvrages. Et puis, il est professeur dans plusieurs grandes institutions, Sciences Po Paris, l'Université Paris-Est notamment, où il dirige différentes formations RH. Voilà, donc c'est un spécialiste des problématiques managériales et RH. Et on a l'habitude de travailler avec lui. Le deuxième intervenant,
c'est Jean Pralon. Jean Pralon, toi, tu es, bonjour, tu es directeur du pôle recherche du Lab RH. Tu diriges aussi à l'EM Normandie la chaire compétences, employabilité et décision RH. Et puis, tu es aussi membre du Lab RH au titre de ton activité de fondateur de la startup Seven. C'est bien ça? Tu confirmes? Ouais. Génial, ok. Et bien, ce que je vous propose, du coup, pour la suite, c'est de vous donner la parole. Là, ce qu'on a essayé de faire, du coup, c'est d'identifier 3 grandes tendances pour cette année 2020. Donc, j'en dis pas plus, c'est vous qui allez prendre la main là-dessus. L'idée, c'est qu'on passe environ 8 minutes par tendance et qu'à chaque fois, chers participants et participantes que je vois en ligne, vous êtes 84 déjà à être connectés, vous puissiez poser du coup dans la barre converser sur la droite vos questions et du coup, on va essayer d'y répondre à chaque fois après chaque tendance. Voilà, donc du coup, je vous laisse la parole. Le premier thème qu'on va aborder, c'est le lien entre marque employeur, expérience candidat. Et Jean, je crois que c'est toi qui commence. Je te laisse la parole. C'est parti. Alors, c'est moi qui commence. 3 éléments de méthode d'abord. Les données ou les thèmes qu'on va évoquer avec Michel, on les a issus d'études qu'on fait du côté de la chaire où tous les 6 mois, on réinterroge des RH en leur demandant quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et on les interroge en leur demandant ce qui ne va pas, et on interroge aussi les opérationnels RH de façon à avoir le décalage entre les DRH et les RH opérationnels. Et cette mécanique-là permet de voir apparaître des tendances. Les problèmes que se posent les DRH deviennent des problèmes opérationnels 6 mois, 1 an après. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, ce sont les opérationnels qui font remonter les problématiques auxquelles ils sont confrontés et ça remonte au-dessus d'eux plus rapidement. Et c'est vraiment le problème de la marque employeur. Alors, il y a quelques années, on se posait les problèmes de marque employeur pour se dire qu'on allait en créer une. Donc, il en fallait une dans les entreprises. Et on s'est posé la question principalement en se disant qu'il fallait s'inscrire dans la garde des talents. L'idée de marque employeur vient de la garde des talents telle qu'elle s'est développée via McKinsey aux États-Unis, telle qu'elle a été ensuite popularisée en France. Et en disant qu'il fallait mettre en place des stratégies pour acquérir des talents et pour acquérir les meilleurs, on s'est dit qu'il fallait donc des mécaniques pour acquérir les meilleurs et pour les attirer. Donc, on a transféré le concept de marque à la sphère RH et on s'est mis à parler de marque employeur. Alors, évidemment, on comprend bien la logique. Hein, le marketing, c'est acquérir des clients et donc la marque employeur, c'est acquérir des candidats. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qui s'est passé depuis et en quoi ça pose problème? Alors, d'abord, une marque, c'est un capital de l'entreprise, mais c'est aussi des comportements. Une marque de vêtements, c'est le comportement du consommateur qui va aller acheter ça plutôt qu'autre chose. Et donc, pour transférer dans la sphère RH, la question, c'est de se dire quel est le comportement qu'on cherche à avoir. Est-ce que c'est le comportement de candidature, donc parce que la marque employeur sert à obtenir des candidats, donc à attirer des gens en tant que candidats, ou est-ce qu'elle sert à attirer des candidats, bien sûr, mais à les fidéliser? Et de ces 2 différences-là, 2 possibilités-là, découlent en fait 2 types de marketing et 2 types de stratégies à suivre. Alors, ce qu'on a fait jusque-là se mesure avec un chiffre. Donc, je vous donne un chiffre. C'est un chiffre un peu négatif. Grosso modo, aujourd'hui, le process de recrutement fait baisser d'à peu près 20% le capital de marque employeur. Ça veut dire en gros, si je demande à des candidats qui viennent de postuler ce qu'ils pensent de l'entreprise, ils vont me répondre qu'ils la voient de façon positive à 80%. Et après le process de recrutement, que les candidats soient recrutés ou pas, on leur redemande ce qu'ils pensent de l'entreprise et ça a baissé de 20%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en gros, le capital de marque employeur baisse de 20% au cours du process, donc il se dégrade. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est comme ça? Et en quoi ça peut donner des tendances et des actions pour la suite? La première des choses, c'est de se dire que justement, on a confondu la marque pour attirer des candidats avec la marque pour attirer et fidéliser des gens. Et donc, en faisant ça, on s'est comporté comme on le fait dans la grande consommation, dans le marketing de grande consommation. On a mis en place des stratégies qui sont en fait celles de la publicité. Et ça a 2 défauts. Le premier défaut, c'est que ça incite à rendre les gens nomades et mercenaires. Le consommateur, quand il est devant son rayon de yaourt, la pub lui dit tente Danone et évite autre chose, mais pour une fois, pour essayer. Donc, Jean, je te coupe une seconde. Michel, ça t'embête pas de couper ton micro? Et moi, j'en fais autant pendant que Jean nous parle et qu'on les réactive au fur et à mesure. Merci Jean, je te redonne la parole. Je disais, on a utilisé le marketing grande consommation qui est en fait un marketing qui pousse à l'essai, qui pousse à tenter quelque chose, donc à tenter le nouveau yaourt, la nouvelle voiture, etc.
Donc, c'est un marketing qui pousse plutôt à être mercenaire et volatile. Donc, finalement, il pousse à la mobilité, mais il ne pousse pas à la fidélisation. Et deuxième chose, ce marketing-là, comme il utilise les codes de la publicité, il provoque chez le candidat les mêmes comportements que ceux que les marketeurs ont repérés chez les consommateurs, c'est-à-dire une forme d'aversion à la publicité. Quand on montre un message publicitaire à un consommateur et qu'on lui dit c'est de la pub, la perception qu'il a, la crédibilité qu'il accorde au message baisse aussi. Alors, par contre, si on lui donne le même message en disant c'est de l'information, le message est perçu de façon plus positive. Et donc, en réemployant les codes de la publicité, on fait baisser la crédibilité du message. Alors, l'alternative, c'est justement de s'affranchir des codes de la publicité et de faire du marketing qui s'inspire du marketing qui s'intéresse au long terme. Le marketing qui s'intéresse au long terme, c'est celui qui s'occupe plutôt des marques de luxe. Alors, il y a quelques années, on avait fait une étude avec des collègues à l'époque de Neoma, et on s'était rendu compte qu'en effet, reprendre les principes et les objectifs du marketing du luxe, c'est-à-dire rechercher la fidélisation, le long terme, l'engagement, ça marche beaucoup mieux. D'une part, parce que ce sont des codes qui sont beaucoup mieux perçus par les consommateurs ou les candidats. Donc, c'est perçu comme des codes de crédibilité, d'engagement, des promesses qu'on va tenir à long terme, pas comme de la pub à court terme. Et ça provoquait aussi un attrait pour les candidatures qui engageait les gens plus dans du long terme. On va en reparler après si vous voulez. Je passe la parole à Michel avant que Lorraine me dise de me taire de son autorité. Je réactive le son, du coup. Je remets le son, comme dirait le chanteur d'une chanson. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Jean. J'apporterai moi deux éléments en complément. C'est que ce qu'on constate depuis quelques années dans les différentes études portant sur les collaborateurs, c'est que leur rapport aux institutions a changé. Une institution, c'est l'armée, c'est la police, mais c'est aussi l'entreprise et la grande entreprise. Et voilà, il y a une forme de défiance qui s'est instituée vis-à-vis des discours. Dès qu'on parle de marque employeur, dès qu'on parle un petit peu de valeurs qui sont affirmées, par nature, les collaborateurs vont avoir tendance à penser qu'ils sont surjoués ou qu'on est dans la surpromesse. Aujourd'hui, ce qui compte pour eux, c'est plutôt les actes et les faits. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend et qu'on voit un glissement autour de cette notion d'expérience. Et il y a même des travaux qui montrent que faire une promesse qui sera déçue par les faits, c'est pire que de ne pas faire de promesse du tout. Donc, par exemple, dans le contexte du coronavirus, j'ai observé ça avec intérêt. Il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient mis en avant le bonheur au travail, la santé au travail, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, et qui, dans ces 6 derniers jours, ont pu se contredire en demandant, par exemple, à des collaborateurs de revenir malgré les dangers qu'ils pouvaient prendre dans les transports, ou en ayant un rapport au télétravail plutôt de nature de défiance, en mettant en place des procédures pour fliquer leurs collaborateurs. Mais en procédant de cette manière, elles ont renforcé les collaborateurs dans leur croyance que tout ça, c'était finalement du bullshit et du discours, et que les faits, et surtout quand on était dans des situations contraintes, pouvaient être contredits. Deuxième point, c'est le concept de congruence qui est extrêmement important en RH et qui tend à dire que, en gros, et ça rejoint le point de Jean, c'est que pour qu'une marque employeur soit solide, crédible et qu'elle suscite de l'engagement et de la fidélisation, il faut qu'elle soit congruente, d'abord avec la stratégie. Voilà, c'est difficile d'avoir une marque client totalement déconnectée de la marque collaborateur, de la marque employeur, et deuxièmement, congruente avec les différentes pratiques qui constituent et qui incarnent la marque. Par exemple, la culture ne peut pas être contredite par le style de management qui lui-même est contredit par les processus de gestion de carrière. En fait, il faut chercher à aligner les pratiques RH entre elles et créer de l'auto-renforcement de ces pratiques. Sinon, tout discours dissonant va être perçu comme un paradoxe que le collaborateur va arbitrer plutôt au détriment du discours de l'organisation. C'est très difficile finalement quand on est une entreprise RH qui a eu l'habitude de travailler en silo et de construire des politiques déconnectées les unes des autres, et finalement parfois de se construire en déconnexion avec la stratégie de l'entreprise, d'arriver à avoir cette congruence qui va permettre de porter un message crédible, transparent, qui pourra s'incarner dans la durée avec le moins de contradictions possible, et notamment par les faits. Donc voilà les deux compléments que je voulais faire, Jean, par rapport à ton intervention. Je pense peut-être que Lorraine, du coup, est venue le temps. Excellent timing. Merci Michel. On accueille du coup Yves aussi qui vient de se reconnecter. Bonjour, excusez-moi. Je te laisse continuer, Lorraine, puisque je n'ai pas assisté à tout.
En fait, Yves, tu captes mieux sous les bambous qu'à l'intérieur de chez toi, en gros. C'est ça qu'il faut dire de… Exactement. C'est ça ce qu'il faut dire. Bon, en tout cas, on t'entend bien là pour l'instant, Yves. Alors du coup, là, ce que je vous propose, c'est sur la base de ce que nous ont dit Michel et Jean, que vous puissiez commencer à poser vos questions en direct. Donc, une fois de plus, dans la partie conversée, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions pour Yves et Jean et Michel? Et pendant que les questions arrivent, en fait, en synthèse de ce que vient de dire Michel, l'idée, c'est de se dire que finalement, une marque employeur, c'est des discours, donc le fond, en fait, des codes utilisés pour véhiculer le message, donc la forme, et après, c'est des pratiques. Et le but de l'opération, c'est d'aligner les trois. Et du coup, c'est de se dire, quand vous êtes, vous, là, côté RH, en train de concevoir une marque employeur ou réfléchir dessus, qu'est-ce qu'il y a dans ces trois compartiments-là? Quel est le discours, donc quel est le message que vous envoyez? Qu'est-ce que vous dites? Et qu'est-ce que vous dites de ce qui vous est spécifique, pas forcément de ce que vous faites mieux que les voisins, mais de ce qui vous est spécifique. Quel code vous utilisez pour le dire? Est-ce que c'est des codes de grande distribution, de grande consommation, ou des codes plutôt liés au luxe, c'est-à-dire qui font de l'attachement, donc qui misent sur la fidélisation à le long terme? Et après, et là c'est le plus compliqué, quelles sont les pratiques qui sont derrière? Est-ce que vous faites ce que vous avez dit que vous allez faire et comment ça s'incarne? Je vais juste une remarque pour un terme à la mode, je n'ai pas dit en introduction, mais le concept de ghosting fait partie là, des concepts émergents. Le ghosting, quand on en parle côté RH, c'est le candidat qui disparaît. Alors, comme très souvent, le concept vient de l'inverse, et ça permet d'éclairer les choses quand on comprend d'où il vient. En fait, il vient de l'inverse. Au départ, le ghosting, ce n'est pas le candidat qui disparaît, c'est le recruteur qui disparaît. Et donc, le ghosting, côté recruteur qui se plaint que ses candidats disparaissent, ça le renvoie finalement à se dire, mais est-ce que dans ma boîte, moi ou d'autres, on n'a pas parfois pris l'habitude de ne pas répondre, de ne pas assez répondre aux candidats? Et généralement, est-ce que, comme dans le cas du coronavirus, quand on ne répond pas ou quand on ne prend pas soin de soi, on ne prend pas soin des autres. Donc, quand on répond mal à un candidat, finalement, on décrédibilise aussi les pratiques des boîtes d'à côté. Alors, merci beaucoup. J'ai placé le coronavirus aussi, tu as vu, Michel? Ouais. Petit challenge. Ouais. On a du coup deux questions de participants et participants. Donc, première question, c'est quel impact pour les programmes d'onboarding? Et est-ce que vous avez des bons exemples, en fait, des onboarding réussis par rapport à cette marque employeur, toujours en faisant bien le lien pour réussir à garder cette promesse qu'on a fait à nos candidats qui deviennent ensuite des nouveaux collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise? Tu veux Comme tu veux, je peux répondre. Tu veux que je commence? Oui, parce que là, j'ai pas… Moi, ce que je trouve intéressant sur le onboarding, et je pense qu'on pourrait même parler de pré-onboarding, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on voit que nos collaborateurs, et ça va rejoindre la question d'expérience candidat, veulent vivre des expériences virtuelles et réelles exceptionnelles. C'est ce que disait Jean tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut m'avoir mis une super appli startup du labérage qui me fait vivre une expérience digitale top niveau, et puis quand je rencontre le recruteur considérer que l'expérience réelle est catastrophique, ou à contrario, avoir une entrée digitale en relation avec l'entreprise qui me donne envie de partir, alors que mon expérience avec le recruteur aurait été exceptionnelle. Donc aujourd'hui, le challenge qu'ont les équipes RH, c'est d'arriver à exceller aussi bien dans l'expérience réelle et virtuelle. Et sur le onboarding et le pré-onboarding, ce qui me semble intéressant, on a pas mal de startups positionnées là-dessus aujourd'hui, comme Workello par exemple, c'est que les applis nous permettent de maintenir le lien entre le moment où on a pris la décision de recruter quelqu'un et son entrée dans l'entreprise. On peut faire en amont tous les processus administratifs, on peut lui pousser du learning personnalisé, on peut lui donner des petits challenges. Et donc, il y a un fil dans cette phase de pré-onboarding qui peut être extrêmement intéressante et que le digital permet et qui évite le côté très séquentiel et ce grand vide qui se passait généralement entre le moment où on signait et le J1. Et après, effectivement, vous abordez un autre point, c'est-à-dire que la phase d'intégration, en gros, il faut qu'elle éveille le collaborateur dans les différentes dimensions de ce qu'on appelle l'expérience. Donc, il faut que ça soit une expérience intellectuelle. Donc, on va lui pousser des informations, on va lui donner un certain nombre de données, on va le stimuler. Que ça soit une expérience émotionnelle, qu'il y ait des liens, des rencontres, du sentiment. Il faut que ça soit une expérience physique, il faut que les lieux s'y prêtent, il faut que les lieux donnent envie. Il faut que ça soit une expérience digitale. On a parlé des applis tout à l'heure. Et puis, il faut que ça soit une expérience, et c'est peut-être le plus dur, inspirationnelle, qu'on partage la raison d'être de l'entreprise, qu'on fasse passer des messages relativement forts, qu'on explique finalement
le sens de tout ça et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les expériences d'intégration ou de onboarding, pour prendre le terme anglais, il y a souvent une, deux ou trois des dimensions précitées qui peuvent manquer et qui peuvent du coup générer une déception du collaborateur. Justement, là-dessus, tu commençais à parler de culture d'entreprise, Michel. On avait une question qui nous disait quel est le lien concret et donc visible pour le candidat qu'on pourrait conseiller entre marque employeur et culture d'entreprise? Ben, pour le coup, je vais commencer, mais Jean va compléter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le concept de congruence. On ne peut pas avoir une culture d'entreprise qui est orthogonale avec la marque employeur qu'on souhaite véhiculer. Les deux s'auto-renforcent et donc la marque employeur est une émanation de la culture d'entreprise où la marque employeur doit se vivre et se comprendre dans la culture d'entreprise. Donc pour moi, en gros, c'est un très fort parallélisme entre les deux et l'importance de la construire en intégrant, mais la culture réelle par contre, pas la culture publicitaire dont parlait Jean, la culture réelle que les gens vivent tous les jours. Tu veux compléter, Jean, peut-être, avant qu'on prenne une dernière question sur ce thème-là? C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le problème qu'on a très souvent sur la culture d'entreprise et qui est très souvent traité par des séminaires de direction, etc., c'est la confusion entre la culture qu'on a et celle qu'on voudrait avoir. Celle qu'on a, c'est un héritage et qui souvent est un peu inconscient. La vraie culture d'entreprise, elle se mesure dans des micro-événements, des micro-phénomènes. Par les temps qui courent, d'ailleurs, vous pouvez faire un exemple très simple, c'est vous, quand vous êtes en télétravail, en téléconférence avec vos collègues, vous laissez passer l'un de vos enfants derrière vous et vous voyez ce qui se passe. C'est un très bon révélateur à la culture d'entreprise. Il y a des boîtes pour lesquelles c'est très amusant, on voit passer le gamin, et puis d'autres pour lesquelles c'est admissible, des enfants qui circulent. Vous pouvez essayer si vous voulez. Voilà. Donc la culture d'entreprise, ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait être, c'est ce qu'on est. Le problème, c'est qu'évidemment, dans le cadre du onboarding et de la marque employeur, la confusion est forte parce qu'on est très tenté de vendre ce qu'on aimerait être, pas ce qu'on est vraiment. Et là, il y a des révélateurs assez violents. Très souvent, la déception dont parlait Michel et celle des 20% là, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que finalement, ce qui se passe, c'est que c'est le contact avec la vraie culture d'entreprise, c'est-à-dire avec des éléments de micromanagement, des micro-comportements qui ne sont pas ceux qu'on imaginait et qui ne sont pas ceux que le collaborateur, le candidat espérait avant. Alors, pour revenir à ce que disait Michel, et juste d'une phrase, effectivement, la question du onboarding est importante. Ça signifie que pendant le onboarding, il faut travailler sur l'intégration de la culture et la vraie. Et pour ça, il faut aussi avoir réfléchi en amont sur la culture qu'on a vraiment et celle qu'on voudrait avoir peut-être, mais surtout celle qu'on a aujourd'hui. Et justement, par rapport à celle qu'on a aujourd'hui, on entend beaucoup les entreprises dire que c'est très important d'arrêter de travailler de manière trop silotée, de travailler de manière plutôt transversale entre les différentes entités de l'entreprise. On a une question par rapport à ça qui est de se dire, est-ce que vous avez observé dans certaines entreprises des équipes projets multidisciplinaires pour travailler sur la marque employeur, où on aurait le marketing, la com, les nouveaux entrants, les managers, l'équipe IT qui travailleraient tous ensemble autour de cet enjeu de marque employeur? Est-ce que c'est trop timide? C'est ça la question, ou pas? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Je ne sais pas si je donne la parole à Michel. La question sous-jacente, c'est, après je laisse parler Michel, juste une idée au passage, c'est jusqu'à quel point est-ce que la marque employeur doit être connectée à la marque commerciale? Et c'est une vraie question. La marque employeur doit être connectée à la culture de l'entreprise parce que c'est ce que va vraiment vivre le collaborateur. Est-ce qu'elle doit être connectée à la marque commerciale? C'est un peu différent. Il y a des entreprises qui ont une marque commerciale qui incite, par exemple, à l'hypercontrôle, à l'hyperprudence, je sais pas, des gens qui travaillent dans la comptabilité, des gens qui font de la finance, etc. Est-ce que ça se décline aussi naturellement en marque employeur? C'est pas sûr. On peut faire des choses des choses sérieuses de façon professionnelle et un peu plus légère et inversement. Donc, c'est un vrai débat. Donc, connecter avec les équipes marketing et marketing produit, c'est sûrement à faire, ne serait-ce que parce qu'il y a un effet de halo. Moi, je dirais comme ça. Il y a un effet de halo entre la marque produit et la marque employeur. Donc, il faut contrôler cet effet de halo et pour autant, ce n'est pas un décalque. Voilà. On peut peut-être dire sur ce sujet-là, c'est qu'on voit une convergence, alors pas forcément de collaboration entre le marketing, mais parfois oui, et la RH et le digital, l'IT sur le plan technique, dans des démarches d'inbound marketing, d'inbound recruiting, qui s'inspire elle-même le coup, même si elle ne travaille pas la main dans la main avec le marketing, de techniques du marketing qui ont été très largement éprouvées. Donc en gros, l'inbound marketing sans rentrer
marketing et transposé au recrutement, ce sont tous cette politique très amont dans la procédure de recrutement qui a à voir avec la marque employeur et qui va chercher à créer un flux d'attraction des candidats potentiels vers l'entreprise et ensuite d'en faire des candidats, si possible des collaborateurs et quand il aurait des collaborateurs, d'en faire aussi des promoteurs ou des ambassadeurs de l'entreprise. Et donc, voilà, tout ça étant relié à la marque employeur, on voit quand même cette convergence d'inspiration en quelque sorte et parfois dans ce champ-là, de plus en plus des collaborations opérationnelles sur le sujet, de travailler de façon cohérente et convergente. Merci Yves du coup pour ce complément. Je vous propose qu'on passe à la deuxième grande tendance. Imaginons que notre candidat ou notre candidate était embauché dans votre organisation. Il y a un énorme enjeu à nouveau qui va se présenter, c'est la gestion des compétences. Et du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec ce sujet. Michel, est-ce que c'est toi qui prends le relais ? Ouais, je vais prendre le relais là-dessus, même si Jean aurait très bien pu le faire. Sur le sujet des compétences, moi, ce qui me marque fortement, c'est le fait que la durée de vie des compétences décroît. Alors, je dirais peut-être pas jusqu'à la caricature de certaines études qui l'aimaient maintenant à 1 an, 6 mois, 3 ans, parce qu'à mon avis, c'est très variable selon la nature de la compétence. Mais en tout cas, on est dans une durée de vie beaucoup plus courte. Et à côté de ça, ce qui explique cette durée de vie, c'est pas simplement la révolution technologique et l'arrivée d'intelligence artificielle, c'est aussi que notre environnement, pour le coup, et on le vit en ce moment, devient véritablement volatile, incertain. Et donc, les collaborateurs vivent même dans leur job actuel des contextes qui sont de moins en moins similaires. Alors, bien souvent, quand on qualifiait un expert, c'était dans sa capacité à avoir expérimenté un processus qu'il maîtrisait bien. Et il était expert parce que comme il l'avait expérimenté, il était capable de le faire mieux ou plus rapidement ou plus efficacement que les autres. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la compétence, c'est de plus en plus la capacité à faire face à des situations inédites. Donc, ça montre bien qu'on est dans une compétence qui se travaille en continu. Et ça nécessite un certain nombre de qualités chez un collaborateur. Le premier, une forme de posture réflexive pour penser ses pratiques, pour être en alerte, pour faire des veilles prospectives, pour s'interroger au futur de son travail et de ses compétences. Une forme aussi d'intelligence de situation pour savoir quand est-ce qu'il doit répéter des pratiques existantes ou quand est-ce qu'il est face à une situation inédite et qu'il doit nécessairement recombiner ses savoirs et ses postures pour apporter de nouvelles réponses. Et puis, malgré tout, une forme de mise en danger, de volonté de tester des choses qu'il n'a jamais faites, d'avoir le courage de faire autrement, de faire le deuil de ses compétences passées. Donc, on voit bien que cette dimension, la question de la transférabilité de la compétence deviendra de plus en plus complexe et plutôt la capacité à faire évoluer sa compétence en continu et recombiner ses savoirs face à des situations inédites qui va s'imposer. Et après, mais je sais que je vais polémiquer avec Jean, je me suis amusé à faire un petit exercice sur les soft skills et notamment les 4C à l'ère du coronavirus. Vous savez, les 4C, c'est les compétences que l'OCDE demande à tous collaborateurs et étudiants pour pouvoir travailler au XXIe siècle: l'esprit critique, capacité à communiquer, capacité à coopérer et créativité. À l'ère du coronavirus, par exemple, l'esprit critique, c'est la capacité à prendre du recul sur la situation qu'on vit pour ne pas paniquer, éviter de succomber aux fake news, éviter de transformer un certain nombre de processus. La capacité à coopérer est plutôt dans la capacité à mettre en place des systèmes d'entraide, de nouvelles solidarités, mobiliser son réseau de manière virtuelle ou différente. La capacité à communiquer, c'est une forme de capacité à rassurer, à adopter la bonne posture. Et puis, une forme de créativité, c'est par exemple passer d'un showman dans une conférence physique à une capacité à animer un webinar tout en étant aussi impactant et en générant autant d'émotions et d'intérêt intellectuel. Donc, on voit que c'est pas tant les compétences en tant que telles que la capacité à les faire vivre et à les adapter au contexte qui devient intéressant. Et dans le monde d'aujourd'hui, on a notamment 2 grandes qualités personnelles qui s'imposent: la capacité à apprendre et puis la résilience, puisque quand même cet environnement nous envoie des chocs assez violents. Et cette capacité à faire face aux chocs et à repartir sur une dynamique devient intéressante. C'était pas polémique, ça? Ben, si tu m'avais dit que sur la créativité, tu allais un peu fight avec moi. Tu veux que je fasse un teaser, c'est ça? Oui, alors on sort une étude qui analyse les compétences
les compétences qui sont nécessaires pour être un bon télétravailleur. Et le hasard a fait qu'on a bossé dessus il y a 2 mois et que c'est l'occasion d'en parler, même si on avait prévu de le faire pour d'autres circonstances. Et il y a un petit teaser dans l'Express. L'Express a sorti un petit bout de l'étude ce matin ou hier et on en parlera après. Mais je ferme la page de pub. Donc, sur l'affaire de compétences, d'abord, sur l'affaire des compétences, en soi, les compétences, ce n'est pas si important que ça. L'important, c'est la transférabilité. Très souvent, on évalue on pense le recrutement comme un sondage de compétences, c'est-à-dire comme si les compétences étaient une sorte de stock, et puis on faisait comme ça un sondage de compétences, et puis on repérait si le collaborateur, le candidat avait les bonnes compétences vraiment sur la métaphore du stock. Et puis, quand on regarde d'abord comment ça fonctionne, des compétences dans la tête des gens, comment ils appréhendent la situation, on se rappelle que l'origine psychologique du concept de compétence, c'est Piaget. Et Piaget, en 1910, je crois, avait utilisé le terme de compétence parce qu'il n'arrivait pas à attraper la performance. Et donc, il disait compétence pour justement faire la différence entre compétence et performance. Et il montrait très bien qu'il y a plein de gens qui avaient un stock de compétences et qui pourtant avaient du mal à être performants. Et réciproquement, des gens qui n'avaient pas les compétences l'inventaient en cours de situation. Donc, le vrai travail du recruteur, c'est aussi travailler sur la transférabilité, mesurer ce que le collaborateur ou le candidat possède, et puis en déduire ce qui manque et ce qui pourrait être facile à acquérir ou pas facile à acquérir. Et vraiment, ce serait utile qu'on revienne à une analyse du recrutement ou des candidats et qu'on se remette dans une perspective de compréhension de la compétence, non pas sous forme de stock, mais sous forme de flux. Donc, un truc qui s'acquiert, qui se perd, mais qui se réinvente aussi en cours de route. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Il y a bien des compétences de base, un stock de compétences minimum à avoir en matière de soft skills, par exemple, comme disait Michel, mais il y a bien des choses qui ne se réinventent pas. Il y a des choses sur lesquelles on peut se baser, qui sont le socle à partir desquels on va pouvoir évoluer. Mais par contre, on pourrait essayer d'imaginer non pas les référentiels de compétences comme des listes figées, mais comme des systèmes de comparaison. Alors, vous savez tous, là, les gens qui nous écoutent, qui ont une pratique RH un peu structurée, vous savez que l'outil que vous connaissez par cœur, c'est l'outil de classification des postes. On a tous vu ça un jour. Tous les postes sont classés dans les entreprises, etc. Et on sait qu'on s'en fout de savoir si le poste de directeur financier il est classé 23-12 ou 47-11, ça on s'en fout. Par contre, l'intérêt, c'est de hiérarchiser. Une classification, ça sert à ça. Ça sert à hiérarchiser les postes. Ça savoir qui est au-dessus ou au-dessous de qui. Alors, on pourrait dire que le référentiel de compétences, c'est pareil. Ça sert à mesurer les écarts entre les postes. Et donc, à mesurer les écarts de compétences. Maintenant, on pourrait essayer d'imaginer que gérer la mobilité, gérer la transférabilité d'un poste à un autre, c'est faire ce travail-là, mesurer la distance entre 2 postes, mesurer la distance cognitive entre 2 postes, se dire qu'il y a telles ressources cognitives qui sont utiles dans tel poste, et puis que pour le poste d'à côté, il y a une distance qui est ça, ou qui est ça, ou qui est ça. Les vieux comme moi se rappellent que le ROM, le vieux répertoire des métiers de Pôle emploi, de Pôle emploi et de l'ANPE à l'époque, faisait ça. Et il mesurait les écarts cognitifs entre les postes. Et donc, ce ne serait pas inutile de réfléchir à des référentiels de compétences et à des outils de mobilité ou de recrutement qui sont non pas des postes dosés pour doser, mais des mesures d'écart entre ce qui est présent chez le collaborateur et puis ce qu'il devrait acquérir. Et ça permettrait de donner du contenu à des opérations de onboarding en se disant, finalement, l'onboarding, plutôt peut-être aussi que de faire des discours sur l'entreprise, ses valeurs, etc., même si c'est important, ça pourrait être aussi des exercices, ça pourrait être aussi des actions de transition cognitive, d'amener les gens à mieux comprendre les missions qu'ils vont avoir à traiter et les entraîner à raisonner sur les problèmes qu'ils auront à traiter à partir de la mesure d'écart, justement. Ok, merci Jean et Michel pour vos interventions. Pareil, je vais maintenant m'adresser à tous les participants et participantes au webinaire. Est-ce que vous avez des questions pour Michel et Jean sur cette thématique de la transférabilité des compétences? J'en ai vu 2, moi, Lorraine, déjà. Hein. Super. Savoir-faire versus compétence, quel est le plus important? Et puis, un recrutement uniquement sur le savoir-être, qui est quasiment la même, entre guillemets. Tu veux répondre, Jean? Alors, est-ce que le recrutement se base sur le savoir-être? Évidemment que non. C'est tout le problème du discours sur les soft skills. C'est un discours qui est variable. Il y a des métiers pour lesquels, au fond, il n'y aurait presque quasiment que des soft skills. Les métiers tertiaires, les métiers du conseil, les métiers de la vente sont des métiers qui sont quasiment 100% soft skills. J'exagère, mais c'est un peu ça.
Et puis, il y a aussi des métiers de l'industrie dans lesquels il y a une composante technique très forte. Donc, il y a des soft skills et des savoir-être partout, pas toujours dans la même proportion. Ça veut dire qu'il faut les évaluer, mais que parfois, il faut aussi évaluer quand même un peu autre chose. Et ça pose aussi la question de l'expertise des gens qui font du recrutement. Parce que quand même, l'expertise du recrutement, ça doit aussi être à un moment ou à un autre une expertise métier quand même. Alors justement, on a plusieurs questions par rapport au recrutement. Peut-on baser un recrutement uniquement sur le savoir-être? Ne faut-il pas recruter à partir du potentiel et non à partir des expériences passées? Est-ce que tu peux nous dire, Michel, pardon, Jean, ce que tu en penses? Alors, le potentiel, c'est un sujet très compliqué. Parce que par définition, c'est ce qu'on n'a pas. Et donc, mesurer ce qu'on n'a pas, c'est compliqué. Alors, c'est un peu une boutade quand je dis ça, ça fait marrer les étudiants. Je leur dis, c'est quoi le potentiel? Ok, c'est ce qu'on pourrait faire. Donc, comment est-ce qu'on le mesure? On ne peut pas, c'est ce qu'on n'a pas. Donc, la mesure de potentiel, très souvent dans les entreprises, elle a été faite de façon très subjective. On demandait au manager d'estimer le potentiel de quelqu'un. Et c'était très subjectif, c'était pas objectif. Alors, je reviens un petit peu à ce que je disais. Je pense que le potentiel en soi, c'est intéressant, mais c'est quand même compliqué à mesurer. Par contre, le potentiel A, ça devient opératoire. Donc, si on dit l'important, ce n'est pas le potentiel en général, c'est le potentiel A à faire quelque chose, et que ce A à faire quelque chose, c'est les compétences. Et je reviens à mon affaire de Delta. Si on dit le poste de collaborateur aujourd'hui, c'est ça, c'est soft skills, c'est compétences, c'est ça. Et il y a autour des postes qui demandent tel niveau de compétences. Et donc, du coup, le potentiel, c'est l'écart entre les deux. Est-ce que le collaborateur a le potentiel d'aller vers ce poste-là? Et donc, quel est l'écart qu'il y a entre les deux? Si l'écart est grand, le potentiel est faible. Si l'écart est plus limité, le potentiel est plus élevé. L'écart est moins important. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on part plutôt sur l'estimation de la capacité à apprendre d'un individu en faisant le pari que cette capacité-là lui permettra d'adapter en continu son portefeuille de compétences et qu'on parle un peu moins de potentiel comme on l'entendait par le passé, qui se matérialisait par une forme de leadership, mais comme tu le dis, comment on mesure le leadership ou la capacité à coopérer qui va varier en fonction des interlocuteurs, du contexte, du type de coopération qui est nécessité. Lorraine, une question sur les math skills. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment les gérer? Alors, moi, je vais répondre parce que je pense que je suis le coupable, puisqu'en fait, j'ai malgré moi inventé un concept qui est en train de devenir une mode managériale qui est reprise dans beaucoup de tendances du XXe siècle en n'étant pas très maîtrisée. Pour commencer déjà, je pense que Jean est d'accord avec moi pour revenir avec cette idée de soft skills, hard skills. On est dans cette idée pour moi, plutôt de soft skills qui subliment des hard skills, dans l'idée que certaines se substituent à l'autre. Le seul débat qui est aujourd'hui, c'est comme la durée de vie des compétences techniques décroît, une forme de revanche des soft skills qui ont une durée de vie par nature plus longue ou plus immatérielle. Et donc, il y a une forme de rééquilibrage qui s'est instauré. Mais on est quand même d'abord dans la recherche d'une expertise technique ou de compétences de type hard dans beaucoup de métiers. Mais à compétences hard égales, les math skills vont faire la différence. Et ce n'est pas l'un au détriment de l'autre. Il n'y a pas de grande substitution, contrairement à ce qu'on va faire. Oui, sur les soft skills. Les math skills, en fait, ce n'est pas un concept académique. Moi, je m'étais intéressé au sujet il y a maintenant 4 ans. J'avais fait un post d'ailleurs là-dessus, 3 posts avec Olivier Meyer, parce que Monster avait détecté que le terme math skills était en train d'apparaître dans près de 3000 annonces aux États-Unis. En gros, une boîte disait tac, 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 et recherche math skills. Donc, j'avais essayé de comprendre ce que c'était. Et j'avais fini par comprendre ce qu'on entendait par math skills, c'est qu'on recherchait des gens qui excellaient dans un domaine. En gros, qui maîtrisaient des compétences de manière nettement supérieure à ce qu'on est en droit d'attendre, même pour un poste donné. Par exemple, chez Google, quand on dit math skills pour un codeur, c'est quelqu'un qui est capable de coder en 1 minute, qui prend à la moyenne des codeurs 1 heure. Ça m'avait amené à faire une réflexion que de plus en plus, ça rejoindra peut-être d'ailleurs notre sujet suivant, on était à la recherche de constitution de collectifs, de forme un peu Dream Team, comme l'équipe de basket qui a gagné les JO il y a quelques années, et au-delà des compétences soft et des compétences hard, on cherchait des gens singuliers qui, parce qu'ils avaient des passions, parce qu'ils avaient développé un certain nombre de talents, étaient en capacité d'être des experts, mais qui allaient enrichir
finalement la Dream Team dans laquelle ils allaient travailler. Et ça m'avait plutôt amené à me dire que dans les recrutements, on avait un problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait l'angle poste, adéquation poste, on avait l'angle éventuellement adéquation à la culture et soft skills, adéquation au collectif, et qu'on raisonnait rarement en Dream Team au sein d'une équipe. Est-ce que, par exemple, dans mon service RH, j'ai vraiment la garantie d'avoir un geek, d'avoir quelqu'un qui adore créer et disrupter, d'avoir un gardien du droit, d'avoir un expert, parce que bien sûr, il y a l'expert des relations sociales, ou alors j'ai juste recruté un recruteur, un patron de la formation, mais ils sont tous assez classiques, ils ont tous une aversion au risque, ils sont pas très digital, donc collectivement, mon équipe se trouve en difficulté. Et alors, je sais pas pourquoi, ce concept des soft skills est passé en compétences folles, rebelles, donc avoir des math skills, c'est être rebelle, c'est être un hacker interne, c'est d'être un peu fou, d'avoir le syndrome d'Asperger, et que c'est génial d'avoir des gens un peu déglingos dans les équipes. Et par nature, c'est peut-être vrai, mais vous voyez que c'est très éloigné de la façon dont les recruteurs aux États-Unis entendaient le concept de math skills, et c'est beaucoup plus subjectif. Et on n'a aucun travail aujourd'hui qui atteste véritablement que les recruteurs, surtout en France, quand ils recrutent quelqu'un, ils se disent « Ah, c'est un déglingo, ah, il est un peu bizarre, donc je vais le recruter. » Donc, soyons vigilants avec ce concept qui était intéressant intellectuellement, juste pour se dire qu'il fallait raisonner Dream Team et compétences complémentaires des collaborateurs, et qu'aujourd'hui, il y avait une prime à la singularité. Il y a des gens qui avaient des maîtrises exceptionnelles par rapport à ce qu'on a le droit d'entendre sur le profil. Et ce qui est intéressant en soi, enfin, cette ouverture à la singularité est en soi renvoie à la notion de diversité. Tout à fait. Mais effectivement, ne tombons pas dans un excès. J'ai une remarque par rapport à ça rapidement. Ça met en question les compétences collectives ou individuelles qu'on cherche. Est-ce que c'est des compétences d'innovation, de renouveau? C'est ce que tu disais, hein, c'est-à-dire est-ce que dans l'équipe, il faut des gens qui sont capables de renverser la table? Pour moi, les math skills, c'est ça, c'est pouvoir renverser la table. Et on se rend compte, les travaux qui investiguent justement le circuit d'innovation dans une équipe et dans une organisation, ils ont montré que c'était rarement un truc individuel et que c'était vraiment une question de compétences individuelles et encore moins de compétences MAD. Hein, je pense aux travaux de Compasson là, qui a travaillé sur ce qu'il appelle, lui, des crazy people. Ouais, c'est un autre sujet. Math skills, ce n'est pas un concept académique et effectivement, le concept académique équivalent, ce serait crazy people. Et les crazy people, on les décrit comme des gens créatifs et innovants, mais qui en fait sont avant tout d'excellents politiques. Et c'est avant tout d'excellents politiques, très bons, capables de maîtriser les codes et d'avoir justement de créer du lien pour supporter leur innovation et la faire partager, plus que des géotrouve-tout qui vont être comme ça géniaux et qui vont dire, regardez, j'ai inventé un truc et auquel tout le monde adhérerait spontanément. Donc ça challenge aussi la question de l'innovation qu'on veut et par quel bout l'innovation se déploie dans les organisations. Et c'est sûrement pas uniquement par le prisme d'un génie individuel. Voilà. Je vais reprendre la main pour vous proposer de passer à la troisième tendance pour qu'on arrive à tenir le timing. Donc, je suis désolée pour Khaleda, Guillaume, il y a aussi Juliette qui nous avait posé des questions. On essaiera d'y répondre, mais là, ce qu'on vous propose, c'est d'avancer sur la troisième tendance qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, qui est la montée de la préoccupation sociétale, des préoccupations sociétales et environnementales dans l'entreprise. Du coup, Michel, je te laisse la parole. Excuse-nous, Lorraine, mais on a échangé. C'est Jean qui va partir, hein, qui démarre. Je prendrai après. C'est vraiment pour lancer le débat. Au départ, on avait deux thèmes. C'était la question de l'environnement et de la préoccupation environnementale, et puis la question de l'inclusion. Et on s'est dit qu'on n'avait pas trop de temps, tout le temps qu'on voulait, on allait fusionner les deux. Donc, je commence un petit peu sur l'inclusion. Donc, en effet, une des revendications qui monte, c'est la revendication à être reconnu en tant que tel, c'est-à-dire dans une vision plus holistique de sa personne, d'être reconnu pour qui on est, dans une vision plus globale, peut-être justement pour ses math skills d'ailleurs, hein, pour le fait qu'on fait du piano ou qu'on répare des voitures le week-end et que ça fait partie de sa personnalité. Alors après, comment se positionner par rapport à ça et du coup, quelle diversité à prendre en compte en réalité. Et là, il y a des concepts qui s'entrechoquent, diversité, inclusion, intégration. Juste rapidement en deux mots, l'intégration, c'est dire qu'il y a un groupe majoritaire et que les autres
doivent se joindre à ce groupe majoritaire. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans une entreprise, il y aurait un groupe majoritaire? C'est quand même compliqué. Donc, le concept qui fonctionne pour nous, c'est plutôt effectivement l'inclusion et c'est reconnaître donc que l'entreprise est une collection d'individus variés. Et après, qu'est-ce qu'on dit après ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette collection d'individus variés? Et comment est-ce qu'on fait des choses avec ça? Reconnaître la diversité, c'est une chose, mais très vite, il va y avoir des demandes qui vont être autour de respecter les contraintes ou les besoins de ces individus différents. Alors, des pratiques diverses et variées, mais ça débouche sur le besoin de reconnaître des besoins spécifiques, le besoin de ne pas discriminer en fonction d'eux, voire même de corriger des discriminations dont ces différents groupes ou ces différentes identités ont pu être victimes. Et là, ça devient compliqué pour justement faire société, hein, parce que le débat de se dire si l'inclusion, c'est reconnaître chacun comme un individu, comme un électron libre qui provisoirement s'agrège, qu'est-ce que c'est que faire société? Société au sens large et puis au sens restreint, au sens d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui fait collectif? Maintenant, j'ai dit ça, c'est à toi. Effectivement, mais moi j'étais d'accord d'ailleurs avec Jean sur cette idée finalement de majorité, de concept de minorité. On voit bien qu'on est en train de passer d'une inclusion de nature un petit peu morale. Ce n'est pas bien ce que vous faites quand vous ne recrutez pas des handicapés. On a connu l'inclusion légale. Vous allez payer une amende si vous ne recrutez pas des handicapés. Aujourd'hui, ça marche finalement assez peu, hein, le culpabilisant et le moralisant. Il vaut mieux passer à une inclusion performative. Voilà, l'inclusion, c'est pour créer un impact positif, c'est pour améliorer la qualité de travail, c'est pour augmenter le lien social, c'est pour augmenter la motivation, c'est pour avoir une meilleure capacité à innover fort de cette hétérogénéité. Parce que si le 21e siècle est le monde des problèmes complexes, bah, la différence, l'hétérogénéité est sans doute une meilleure arme que l'homogénéité. Après, sur la dimension environnementale, c'est vrai que moi, ce qui me marque toujours, c'est qu'on est le fruit de notre époque et que notre époque, c'est des incendies monstrueux en Australie ou au Brésil, des inondations, le réchauffement climatique, la baisse de la biodiversité, la montée d'un certain nombre de maladies chroniques, des virus mondialisés. Et donc, dans ce contexte-là, il est évident que progressivement, et ça ne concerne pas que les jeunes, il va y avoir une demande très forte de local, de proximité, de démondialisation, de tempérance dans la croissance, de croissance durable, de respect beaucoup plus, d'une préoccupation beaucoup plus grande à toutes les problématiques de consommation d'énergie et d'industrie énergivore. Or, la technologie, par nature, est hyper énergivore. Hein. Vous avez peut-être déjà vu le coût de consommation d'une ferme à data d'Amazon, c'est monstrueux. D'après un article que j'avais lu, stocker un mail sur une messagerie, c'est l'équivalent d'une machine à laver la vaisselle, hein, pour montrer le coût de la consommation. Et d'ailleurs, je vous le partage parce que si vous avez la réponse, ça m'intéresserait. Depuis 3 jours à Paris, on est en pic de pollution. Contrairement à la Chine, qui a connu une grande amélioration de son environnement suite à l'arrêt de tout, on atteint les barres du pic de pollution alors qu'on n'a plus de voitures, etc. Je me suis posé la question de savoir si c'était notre hyperconnexion informatique et notre webinar qui contribuaient à ce pic ou s'il y avait des explications scientifiques plus solides. En tout cas, pour revenir sur notre sujet, la grande équation des DRH et des dirigeants aujourd'hui va être de bien articuler les injonctions technologiques et les injonctions environnementales. Donc, l'un des chantiers sur lesquels on doit tous bosser, c'est cette notion de low-tech, de tech for good, de croissance durable, de croissance pour toutes. Et ça, c'est un vrai sujet parce que si on prend ne serait-ce qu'en illustration le domaine de l'IA, on voit bien que y a des IA qui sont a priori en capacité de faire mieux que les êtres humains et donc qui remplaceraient et qui détruiraient l'emploi. On peut avoir des IA, c'est presque encore pire, ce qu'on appelle le Toleris 3.0 qui, grâce à la data, nous dirait quoi faire, hein, qui deviendrait, on serait plus sous Taylor, les managers sont les sachants qui donnent les exécutions, les ouvriers exécutent, mais on serait dans un monde où la machine dit on a compilé 3 milliards de data et Michel, aujourd'hui, il faut que tu mettes en avant tel concept. J'aurais plus qu'à mettre en avant tel concept. Et puis, on a un troisième cas qui n'est pas forcément plus fantasmant, qui est une forme de marché du travail polarisé avec une aristocratie de gens très à l'aise avec les chiffres, à l'aise avec la machine qui serait capable de jouer avec l'intelligence artificielle et
toute une catégorie de personnes exclues du marché du travail avec les risques que ça pourrait engendrer. Et puis, on a deux scénarios beaucoup plus positifs. Celle de l'employé augmenté par intelligence artificielle et différents outils, plus de capacités physiques, pouvoir mettre un exosquelette pour avoir moins de troubles squelettaux, augmenter ses capacités intellectuelles pour prendre des décisions peut-être avec moins de biais, voire un scénario, moi, qui me fait rêver, hein, c'est que l'IA va permettre aux collaborateurs d'être dérobotisés, va nous permettre de reconquérir notre humanité, puisque si le XXe siècle nous a mis dans des process, nous a poussé à répéter comme des robots un certain nombre de tâches, si l'IA les prend en charge, il nous restera des activités sans doute plus créatives et plus artistiques. Donc, vous voyez que le grand sujet de l'environnemental, c'est comment on va gérer. Voilà, c'est plus la responsabilité sociale, sociétale et économique, ça sera aussi dans l'équation avec les injonctions des technologies et comment on articule environnement et techno. Et pour l'ABRH, ça nous fait un champ d'investigation et pour nos startups autour de la low-tech qui est absolument colossal et passionnant. Deux remarques complémentaires dans le peu de temps qui nous reste. D'abord sur l'IA, parce que c'est difficile de ne pas en parler quand même par les temps qui courent. Moi, je pense que ce que tu dis est très juste. L'IA doit libérer de la bande passante humaine. Et si elle le fait, elle permettra aux individus de se reconcentrer sur des choses plus stratégiques, plus importantes, qui demandent plus d'intelligence, à une condition, pour que ça fonctionne, c'est que les salariés, les utilisateurs, aient une compréhension de ce que fait l'IA qui leur libère vraiment l'esprit. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ce que ça fait et si on livre ça à de l'incertain, de l'incertitude, ça veut dire que l'IA aura du pouvoir sur les gens et pas l'inverse. Et là, il y a un vrai sujet, c'est faire en sorte que l'IA soit quelque chose de compréhensible, en tout cas suffisamment compréhensible pour être maîtrisé, vraiment au sens fort du terme, hein, pour avoir du pouvoir dessus et pas l'inverse. C'est un vrai sujet. Et après, là, c'est un sujet que tu as cité et qui, pour moi, est un vrai sujet de travail là, pour les années qui viennent. C'est la capacité courante des entreprises à se faire institution. Et c'est ce qu'on disait, là, on en a parlé avant de partager tous ensemble cet après-midi, on a préparé avant. Et on disait qu'en fait, je pense qu'il y a deux modèles d'entreprise. Il y aura deux modèles d'entreprise. Un modèle d'entreprise qui n'est qu'un agent économique, c'est-à-dire une entité qui n'a au fond comme objectif que ses actionnaires et accessoirement ses clients, pour simplifier, et pour lequel le travail, c'est regrouper des compétences et des gens de façon éphémère sans engagement de durée, pour servir clients et au-delà investisseurs. Et puis, il y aura autour ou à côté des entreprises qui vont dépenser plus à court terme et qui gagneront plus à moyen terme. C'est des entreprises qui se transformeront en institutions. Alors, soit qu'elles le sont déjà, soit qu'elles vont le devenir. Et la différence entre entreprise comme agent économique uniquement et entreprise comme institution, c'est la capacité à avoir un discours et une résonance sur l'ensemble de la société et pas uniquement investisseurs-clients, mais investisseurs-clients, planète, salariés, parties prenantes diverses et variées, et à être non pas simplement un agent économique qui a des visées à court terme, mais un agent plus global et qui a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme dans lesquels les collaborateurs comprendront qu'il y a une résonance ou un impact qui va être pris en compte et qui fait partie de la stratégie d'entreprise. Réfléchir à l'impact qu'on va avoir fera partie de la stratégie d'entreprise. Et ça, je finis juste là-dessus, ça recale le besoin d'entreprise au-delà du court terme sur du long terme. Et ça, c'est très bon aussi pour la marque employeur parce que je suis persuadé que le besoin du collaborateur, c'est du moyen-long terme, pas uniquement du court terme, c'est du moyen-long terme, c'est de l'identification. Pouvoir s'identifier à une entreprise qui a un impact, c'est plutôt pas mal pour la marque employeur. Alors, il nous reste quelques petites minutes et après, je souhaiterais repasser la parole à Yves pour la conclusion. Est-ce que vous avez peut-être une question par rapport à ce troisième thème? Et sinon, on avait Keleda qui nous demandait une question, alors certes un peu hors sujet par rapport aux thématiques, c'est ce qu'elle nous dit, mais est-ce que vous auriez des conseils à donner aux professionnels RH pour affronter 2020 après la crise que nous vivons aujourd'hui? Voilà, donc on pourrait peut-être aussi finir sur cette question ouverte. C'est une question pour Jean, à mon avis. Ah bon? Réfléchis. Non, je crois que les RH auxquels j'ai parlé depuis 2-3 jours, ils font du juridique en fait. Ils sont en train d'être sur Excel, à scénariser le coût du télétravail, à scénariser le coût du chômage partiel. Et donc, je crois que leur horizon, c'est d'abord ça, et de se demander quelle va être la façon de maintenir du lien
au travers de ces questions-là. Mais je crois que le calendrier, c'est là, traiter là, à court terme ces questions-là qui sont très juridiques. Deuxième temps, se demander quel va être le moyen de maintenir du lien, de maintenir de l'identité, de la cohérence entre des gens qui sont un peu éparpillés. Et puis après, relancer la machine, parce qu'avec un peu de chance, la croissance qu'on aura perdue avant va revenir un peu après. Un peu. Je pense qu'il y a un sujet intéressant. Alors, difficile de le dire comme ça avec la crise qu'on connaît actuellement, mais je pense que les DRH vont sortir de la période qu'on vit actuellement avec une expérience très concrète à grande échelle de ces nouveaux modes de travail qu'on est en train d'expérimenter à marche forcée. Hein. Certaines entreprises les ont mises en œuvre en avance de phase, mais beaucoup finalement ont accéléré la mise en œuvre de choses qu'ils envisageaient de faire. Et moi, mon message optimiste, mon message d'espoir, au-delà de ce qu'on vit actuellement, c'est de se dire qu'il en sortira quelque chose de bon. Et je pense que certaines habitudes vont s'ancrer dans la culture des entreprises. Et tout ça pour souligner le fait que, de mon point de vue, le rôle des ressources humaines sur ces questions, des modes de travail, de l'organisation du travail, est clé, et que bien souvent, malheureusement, elle est relativement peu, par manque de temps, par manque de priorité, prise en charge par les RH. Merci Yves. Je vous propose de conclure, de se laisser quelques petites minutes pour conclure. Et là, donc, on est ravis d'avoir en ligne Yves. Merci de nous avoir rejoints à nouveau. Je te laisse du coup conclure ce webinaire. Oui, ben merci d'abord. Alors, merci à Michel et Jean pour les exposés et pour leur vue toujours pertinente et intéressante sur les sujets qu'on aborde. Merci beaucoup Lorraine, parce que tu as vraiment pris le train en marche au pied levé. Tu m'as remplacé avec souplesse et doigté avec mes problèmes de saturation d'Internet. Hein, c'est un peu l'actualité. Donc, comme vous l'avez compris, cet exercice était une première. Hein. On a souhaité par ce webinaire, et on sera très preneur de vos feedbacks, montrer finalement le type de sujet sur lesquels on est appelé à réfléchir, à intervenir. Dans le cadre du LabRH. Le LabRH, bon, c'est beaucoup plus large que ça. Hein. Là, on a sélectionné quelques sujets qui nous semblent être très pertinents d'aborder. Mais le LabRH, c'est quoi concrètement? C'est une activité permanente tout le long de l'année, animée par une dizaine de personnes hein, qui sont dédiées à l'animation de l'écosystème. L'écosystème, c'est aujourd'hui 270 startups adhérentes, 75 entreprises qui y envoient leurs équipes RH pour s'acculturer, hein, pour se nourrir, comme l'a présenté Lorraine tout à l'heure. Concrètement, ce sont des matinales qu'on organise partout en France. À Paris, c'est une matinale par mois sur un thème donné avec des intervenants de DRH, des startups, les interventions de personnes comme Jean, comme Michel ou autres spécialistes qui vont donner aussi également des visions plus générales, plus larges, plus académiques parfois sur le sujet. Ce sont des démodèles dans lesquels on organise l'intervention des pitchs de startups. Ce sont des ateliers de partage de pratiques. Ce sont également au besoin des accompagnements sur mesure des entreprises sur des thématiques données. Enfin, plein de choses qui foisonnent, en tout cas qui sont organisées et qui nous donnent aussi beaucoup de visibilité pour vous verrez si le sujet vous intéresse, qu'on est assez présent, on est assez visible aujourd'hui par toutes nos activités sur LinkedIn. Bientôt, on va sortir une application de micro-learning. Donc ça, c'est un teasing qui appelle des annonces dans les prochains jours ou au plus tard dans les toutes prochaines semaines. Pour conclure, d'un point de vue très pratique, donc tous les événements RH du LabRH qu'on organise, eh bien aujourd'hui, vu les circonstances, continuent, comme je le signalais tout à l'heure, mais dans un mode webinar ou de manière plus générale, mode digital. On vous enverra à tous et toutes qui y participaient le replay pour le partager avec des personnes qui seraient intéressées hein, sur l'ensemble des sujets ou sur toute ou partie des sujets. On vous envoie également les coordonnées des contacts. Alors, Lorraine et une autre personne, Pauline, que vous pourrez contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le lab et si certains ou certaines d'entre vous souhaitent y adhérer avec leur entreprise. Voilà, et puis également un point, c'est qu'on n'a pas beaucoup abordé parce qu'on ne pouvait pas tout faire dans ce format-là, mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de startups, et donc on vous enverra également en suivi de ce webinaire quelques sources d'inspiration des non-startups qui ont à voir avec les sujets qu'on a abordés. Voilà, donc on est preneur de vos retours. Encore une fois, c'était une première dans des conditions techniques qui, en tout cas de mon côté, n'ont pas bien fonctionné au départ, mais on est très, très content en tout cas d'avoir pu, en tout cas on l'espère,
pouvoir retenir votre attention et susciter votre intérêt sur les sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos deux intervenants, Michel et Jean, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et à toutes et tous qui êtes en ligne, qui êtes restés jusqu'au bout. On est ravis d'avoir pu passer ce moment avec vous en mode digital et on vous souhaite de prendre bien soin de vous et de vous retrouver très prochainement. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.